Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes, des sportifs et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Florence, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite intro, expliquer que c'est un épisode hors série du podcast. Parce qu'on a passé 2 ans dans la même classe, donc j'ai eu l'occasion d'entendre tes histoires. Et pendant 2 ans, je me suis dit, mais genre, il faut absolument que Florence vienne nous raconter son histoire. Parce que c'est une succession, alors je sais que tu as beaucoup d'autodérision, on va appeler ça une succession de galères. Et pourtant, aujourd'hui, tu es là, tu fais le métier de tes rêves, j'ai l'impression. Plein d'activités qui te font kiffer. Et en fait, tu es un exemple, pour le coup, vraiment de persévérance. Et qui a donc totalement sa place dans la hors-série de Persévérer pour mieux rêver. Parce que je pense qu'au cours des prochaines minutes, on va comprendre à quel point ce que je dis est vrai. Eh ben écoute, déjà, je suis très flattée, je te remercie. Alors, je vais te laisser te présenter et présenter tes activités artistiques, professionnelles et peut-être aussi ce qui nous amène à parler aujourd'hui de ta vie perso. Ok. Alors, je m'appelle Florence, je suis née en 2002, aujourd'hui j'ai 21 ans. Je fais du théâtre depuis que j'en ai 5. La guitare, j'ai commencé de rêver d'en faire quand j'en avais 11. J'ai attendu mes 19 ans pour m'y mettre. C'est dommage, mais bon. C'est un bon ratio. Basique. Niveau activité artistique, si on veut être complet, on peut dire que j'écris pas mal, mais je prends pas de cours. On va le dire comme ça. Activité professionnelle, eh bien, je suis actuellement en apprentissage en production audiovisuelle comme une certaine Justine de ma connaissance. Ben tiens. Étrange. Non, mais du coup, là, comme mon contrat d'apprenti va bientôt se finir, je cherche mes premiers contrats en tant qu'intermittente un peu partout en région parisienne parce que je n'ai pas le permis, je ne l'aurai jamais, donc je sais que je ne bougerai pas. Tu nous expliqueras pourquoi on sait que c'est un je ne l'aurai jamais. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui nous amène à discuter aujourd'hui ? La santé, c'est pourri, les sentiments, c'est naze, la famille, c'est dépressif, la vie, c'est cool. Mais la vie est belle. Ah ouais, grave. Tu vois, quand on se rend compte qu'on est vivant, déjà... Mais finalement, c'est déjà pas si mal. Parce qu'on pourrait être mort. C'est vrai. Et c'est un podcast sur la déprime. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où commence un petit peu ton histoire et quel enfant t'étais ? Alors, très très tôt, autour de moi, mes proches se sont très vite posé des questions sur le genre de gamine que j'étais parce que je ne faisais pas une connerie. Jamais. Ça n'existait pas. Vraiment ? Moi, j'ai pas de souvenir de l'époque où j'avais vraiment quelques mois, 1 an, ou etc. D'après mes parents, j'ai commencé à apprendre à compter avant de marcher. Ils ont regardé, ils se sont dit « Très bien ». T'étais leur premier enfant ? Ouais. Okay. Ils m'ont eu à 30 ans. Ok. Apparemment, tout le monde s'est très vite posé des questions parce que les premières conneries que j'ai faites quand j'étais à la crèche, ça a été de repérer dans la salle de jeu comment s'ouvrait la porte de l'intérieur. Donc à un moment où il n'y avait plus d'animateur, de faire sortir tous les enfants en scred. Ah mais t'étais sadique toi par contre. Ou militante, je sais pas ce que t'as voulu démontrer. Mais... 1 an et demi militante. Ah mais 2 semaines plus tard, à la cantine, toujours à la crèche donc, t'as un de mes copains qui se fait punir. Il se fait mettre au coin, tu vois. Et moi j'aimais pas qu'il soit au coin, paraît-il. Mes parents en ont entendu parler le soir, ils s'en rappellent toujours aujourd'hui. Les animateurs leur ont raconté que j'avais commencé à prendre ma fourchette, ma cuillère, à taper sur la table. Dylan, Dylan, Dylan. Oui, et donc que ça a embarqué la cantine. Là, ils se sont clairement rendus compte que, de toute évidence, t'étais plus avancée que les autres.
Ouais, le pire, je pense, c'est que c'était que le début, parce que je me suis débrouillée pour commencer à lire très très tôt, notamment avec des histoires que je finissais par apprendre par cœur. J'en avais 2 ou 3 préférées que du coup je me répétais en boucle. Quand j'étais petite, je zozotais un petit peu, mais comme il y avait une histoire que je connaissais absolument par cœur, un jour ma mère m'a enregistrée pour rigoler, elle me l'a fait écouter, et 3 semaines plus tard, quand elle est repassée dans ma chambre, je ne zozotais plus. D'accord, c'est fou. J'avais 3 ans. Ouais. Oui, donc tu avais déjà une voix très claire et une mémoire impressionnante. Ouais, bah, c'est surtout ça, en fait, quand t'as ta gamine de 3 ans qui a jamais vu un orthophoniste ni rien, qui lit ses premiers trucs toute seule et qui a corrigé son petit cheveu sur la langue en 3 semaines, ils m'ont emmené voir ma première psy à 3 ans. Ce qui est marrant, parce qu'ils auraient pu se dire, genre, on détient un petit génie. Pas se dire, qu'est-ce qui se passe. Ouais, je pense que c'est pas forcément naturel, surtout quand c'est ton premier gamin. C'est sûr. Parce que du coup, t'étais toujours enfant unique à l'âge de 3 ans. Ouais. T'es devenue grande sœur à quel âge ? 6. Ok, ouais, donc un peu plus grande. Ouais. Quand même. La première psy m'a fait passer des débuts de test. Elle a dit à mes parents... je suis pas sûre de pouvoir vous donner un résultat fiable, faudrait peut-être tester dans quelques années et lui faire passer un niveau scolaire, parce que vous m'étonnez qu'elle se fasse chier. Parce que du coup, c'était des tests de quoi qu'elle te faisait passer ? Alors, c'est pas encore des tests de QI, parce qu'à 3 ans, on peut pas parler de ça, mais des tests de compréhension verbale, de repérage dans l'espace, etc. Okay. Et un passage qui a marqué ma mère qui était avec moi, apparemment, moi j'en ai aucun souvenir pour le coup, c'est un exercice où la psy m'avait montré une figure avec des cubes colorés, l'exercice classique où tu dois réempiler les cubes pour reproduire la figure. Et paraît-il que j'en ai mis 2, puis j'ai regardé la psy et je lui ai dit « Et tu sais, sinon j'ai Aladdin dans ma maison. » Ah. Oui, donc vraiment, t'avais pas besoin d'une grande concentration pour faire ça. Ah non, c'est surtout que j'avais pas envie. Oui. mais c'est nul en fait. Et si on changeait de sujet ? D'accord, oui, donc t'avais l'idée, le truc. C'est d'ailleurs resté une référence dans ma famille depuis que j'ai 3 ans, en fait. On a appris à tout le monde que quand il y a un sujet chiant qui est abordé au repas, en famille ou etc., quelqu'un peut dire quand il veut « j'ai Aladdin dans ma maison », on comprend tous. Moi, j'espère que tu diras pas ça au cours du podcast, du coup. Qui sait ? Suspense, c'est trop intense. Non, mais voilà, disons que à 3 ans, j'étais déjà le genre de gamine qui mettait en place des changements de sujet intempestifs pour éviter les difficultés. Voilà, d'accord. L'intelligence au service de la fainéantise. C'est ça, le minimum syndical, j'adore. Non, mais du coup, c'est la psy qui a suggéré à mes parents de me faire du théâtre, pour le coup, en disant pour libérer les émotions, pour prendre un peu confiance, etc. Il n'y a pas beaucoup de cours de théâtre à 3 ans, quand même. C'est sûr. Donc, comme à l'école, j'étais quand même très malheureuse, ils ont commencé par se mettre d'accord avec la maîtresse pour me faire passer un niveau de classe, déjà. Paraît-il que quand j'ai pris ma première année d'avance, j'ai commencé à jouer avec d'autres enfants dans la cour. Ok. Oui, parce que du coup, t'étais très malheureuse parce que t'étais pas en accord en fait, avec les gamins de ton âge. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Donc, j'étais en moyenne section. Enfin, je suis arrivée en moyenne section quand j'ai pris ma première année d'avance. J'ai commencé la grande section. Le maître, je l'appelais le cornichon, tellement il était fantastique. Ok. Vous voyez ça ? C'est un A. Mais on va pas apprendre à écrire. Venez, on va faire du skateboard sur le toit de l'école. Génial. Puis alors toi, en plus, à ce moment-là, on rappelle que tu sais déjà lire. Oui. Donc, on aime bien dire aujourd'hui que j'ai fait ma première phase
proche de la dépression nerveuse quand j'avais 4 ans, en fait. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'avais déjà le niveau d'être quasiment peut-être au CE1, déjà, en fait. C'est ça, Du coup, je suis passée en CP en milieu d'année quand je venais d'avoir 5 ans, deuxième année d'avance. Je suis arrivée à 5 ans, en primaire, ils en avaient 7, j'ai appris ce que c'était les devoirs. Là, pour le coup, la transition était plus compliquée. Ah, c'était moins drôle d'un coup. C'était moins drôle d'un coup. Non, puis il y a des moments quand t'apprends les codes, tout ça, quand tu croises le directeur dans le couloir. Moi, en maternelle, j'avais l'habitude de dire « Salut !» Ouais. Salut, monsieur le directeur !» La maîtresse, elle m'a regardée, elle m'a dit « Non, Florence, on dit bonjour. » Ah, d'accord, bonjour, monsieur le directeur. Bah, en plus, en vrai, même au CP, quand tu suis une scolarité normale, t'es encore petit, tu vois. C'était un peu dur. T'as pas forcément le réflexe d'avoir la politesse absolue. C'est ça. Enfin, quand même, faut se rappeler qu'on parlait à un institut en disant maître. Enfin, tu vois. Oui. Ça veut tout dire, d'ailleurs. Oui, vraiment, c'est quand même bizarre. C'est ça. Non, mais du coup... Sur cette fin d'année, parmi les actes fondateurs de ma personnalité, on va dire, j'ai commencé à avoir l'idée de ma première ambition professionnelle. J'avais 5 ans, je voulais devenir présidente de la République. Ah, ça m'étonne pas. Ah non? Bah, parce qu'en fait, en sachant lire, en lisant un peu par-dessus l'épaule de mes parents, etc., t'es quand même vachement plus ouvert au monde. Puis un jour, en regardant un truc à la télé, j'ai appris ce que c'était que le président. Le président, c'est le chef de l'État. Et l'État, c'est tout le monde. Donc, si le président arrive devant l'État en disant qu'il faut construire des maisons pour tout le monde devra construire des maisons pour tout le monde et tout le monde aura une maison. C'est trop cool d'être président. Je veux devenir présidente, maman. Si Jeanne est déjà si de gauche. Si Jeanne est déjà si de gauche. Du coup, en rentrant de vacances, à ce moment-là, l'été, j'ai dit à mes parents dans la voiture « Papa, maman, quelles études il faut faire pour devenir président de la République ?» Je te laisse imaginer la tête des parents. Oui, je pense qu'à 5 ans, il y a de quoi se poser des questions. Ouais, bah, au bout d'un moment, ne sachant absolument pas quoi répondre, ma mère m'a dit demande-lui. Et t'as écrit au président de la République ? Oui. Donc qui à ce moment-là était Sarkozy, c'est ça ? Ouais, 2007, Sarkozy venait d'être élu. Ouais, il venait d'être élu, ouais. Donc, Est-ce que Sarkozy t'a répondu ? Alors, pas lui-même, mais son directeur de cabinet. Ah, c'est quand même la classe. Ah, c'est beaucoup trop stylé, on est bien d'accord. Puis je trouve que la réponse de ta mère est assez impressionnante, parce qu'en fait, elle t'a pas dit « c'est pas possible d'être président ». T'as dit genre « vas-y, demande-lui ». C'est ça, en fait, mes parents sont des gens extrêmement pragmatiques. Quand ils n'ont absolument aucune idée de quelque chose, ils te disent « je n'ai absolument aucune idée de quoi te répondre ». Ok. Donc ouais, là, elle le disait juste pour faire une blague, mais comme moi, j'étais en train de finir le CP, de finir d'apprendre à lire, etc., mes parents m'ont proposé de faire mon premier jet de lettres moi-même pour que ce soit sincère, de repasser derrière moi pour qu'il n'y ait pas de faute et compagnie. Et donc, c'est comme ça qu'à 5 ans, t'as ma première lettre qui est partie à l'Élysée. Bonjour, monsieur le président. Quand je serai grande, je veux devenir présidente de la République. Et je me demandais quelles études il fallait faire. Et donc, 3 semaines plus tard, qu'est-ce que 3 semaines plus tard, t'as une lettre cachetée qui est arrivée dans la boîte aux lettres. Quand on l'a ouvert, on a halluciné, mais ça a été absolument fondateur pour moi en fait, parce que je m'en rappelle comme si c'était hier. La lettre était relativement courte, hein. D'abord, bravo de t'intéresser à ce genre de choses à ton âge, évidemment. En fait, il n'y a pas d'études précise pour devenir président de la République. Il faut savoir beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différents parce qu'il faut prendre beaucoup de décisions très vite, très différentes. Elle est super, sa réponse. Ouais. Et pour une gamine de 5 ans, je veux dire, ça a été extrêmement formateur pour la suite parce que dès lors que tu peux obtenir une réponse sincère du directeur de cabinet du président de la République, pourquoi je me retiendrais d'écrire à des gens importants ? C'est clair. Et ça, c'est une phrase importante dans ton parcours parce que tu nous expliqueras à quel point aujourd'hui tu es en contact avec des gens importants. Ah, tout de suite. Non, je connais que le chef opérateur de Star Wars. 5. Star Wars 5, c'est vrai. Pas
en vrai, accessoirement. C'est vrai, mais, bref. Tu nous raconteras ça. Ouais, ça c'est encore loin. On en est aux 5 ans, là. Ouais, c'est ça. Donc bon, 5 ans, ensuite, rentrer en CE1, début du théâtre, ça m'a plu tout de suite. Rapidement, l'idée de devenir présidente de la République, elle est partie en arrière-plan face à l'idée de devenir comédienne. Ok. Mais par contre, avec 2 ans de moins que tout le monde, effectivement, mentalement, c'était un peu la solitude. Parce que quand je débarquais tous les ans dans une nouvelle classe, t'avais facilement l'école qui faisait la queue pour me demander « Mais Flora, t'as vraiment 5 ans ?» Oui. Ouais, mais t'es un génie ou quoi? Non. Et est-ce que t'as une forme un peu de harcèlement ou de rejet ou c'est de la curiosité? Alors, je pense que pour l'immense majorité des gens, c'était de la curiosité. Je me suis demandé, plus grande, si je m'étais pas fait harceler en début de collège ou quoi, mais en replaçant avec le recul, etc., je pense que j'ai même pas subi de réel harcèlement scolaire. Ok. C'est surtout que j'étais trop différente, en fait, et que, naturellement, les gens venaient pas vers moi parce que c'est bizarre. Ouais, mais par contre, tu te rendais compte du fait que t'étais seule, ça c'était... Enfin, tu mentionnes cette solitude-là, par contre. Ah oui, depuis petite. Parce que j'ai essayé très vite de jouer au même jeu que tout le monde, à la Marelle, etc. Mais quand t'as 6 ans en CE2 et que tu veux parler politique avec la maîtresse... Bah, c'est compliqué de se mettre à jouer à la Marelle, oui, je comprends bien. C'est mignon, puis c'est amusant, la Marelle. Mais bon. Et à ce moment-là, t'as un diagnostic ou toujours pas? Alors, c'est arrivé l'année d'après, en fait, parce que j'avais eu beau avoir déjà sauté 2 classes, pris 2 ans d'avance, etc. Je m'emmerdais toujours autant. Comme j'avais été habituée depuis 2 ans à faire 2 classes par an, ma maîtresse de CE1, je suis allée la voir en me disant « C'est quand que je passe en CE2 ?» Ah voilà. En CE2... ma mère, pour plaisanter, quand je lui disais « Mais j'ai l'impression de rien apprendre, maman !» Mais tu n'apprends rien. Non, elle m'a dit « Bah, demande à ta maîtresse quand est-ce que vous commencez l'imparfait du subjonctif. » Ah oui, c'est une idée. C'est une idée. La maîtresse, elle m'a regardée, elle m'a dit « Pas tout de suite. » Non, mais... en même temps, j'ai commencé les arts martiaux, parce que besoin de se défouler physiquement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à me bagarrer un petit peu dans la cour. Bah oui, mais au moins t'étais moins seule, tu pouvais taper des gens. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, je me suis fait quelques copines en vrai, mais quand tu sens petite et déjà militante et déjà de gauche, c'est qu'il y avait des filles, quand elles se faisaient embêter dans la cour, c'est moi qui faisais 2 têtes de moins que tout le monde qui allait les défendre. Ouais, mais tu défendais avec les mots, enfin jusqu'à ce que tu commences les arts martiaux. C'est ça. En CM1, au bout d'un moment, tout le monde s'est rendu à l'évidence. J'ai vu un 2e psy pour faire des vrais tests de QI, pour le coup. Quand ils ont vu les résultats, mes parents m'ont dit plus tard qu'ils n'ont pas voulu me les montrer tout de suite parce qu'ils avaient peur que je prenne la grosse tête. Ah oui, d'accord, on était sur ce genre de résultats-là. À peu près, ouais. Voilà, si tu veux que je détaille, je peux, hein, mais... Vas-y, fais-moi rêver. La plupart des tests qu'on fait passer en France, globalement, ils vont jusqu'à 160. J'étais à 150. À 7 ans? Ouais. Ok. Les épreuves sont adaptées en fonction de l'âge. Ah voilà, d'accord. Parce que, évidemment, tu peux pas attendre d'un gamin de 7 ans qu'il ait le vocabulaire d'une personne de 20, ni qu'il ait les habiletés physiques d'une personne de 30. Toutes les épreuves sont adaptées en fonction de l'âge, et quand un psy est bon, il s'adapte aussi à la façon dont tu réfléchis toi. Parce que le sujet, c'est pas regarder seulement à quel point tu réussis, mais ce que tu as tendance à répondre. Ah oui, c'est ça. Parce que pour voir s'il y a haut potentiel ou pas, à l'époque on disait enfant intellectuellement précoce, lol. Truc à la con, le psy à un moment pose une question: quel est le point commun entre la Terre, entre l'espace et le temps? La réponse attendue, c'était c'est infini. Okay. La réponse classique. Ma mère m'a raconté que j'avais répondu la Terre. Et quand le psy m'avait demandé pourquoi, parce que la Terre tourne dans l'espace et que ça fait avancer le temps.
Ah oui, donc ouais, c'était vraiment... C'est différent. Moi, la seule réponse que j'avais à cette question à 24 ans, c'était « il existe l'espace-temps ». Enfin, tu vois... C'est déjà pas mal. À 24 ans, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Non, mais voilà, c'est aussi ce que je m'acharne à expliquer à beaucoup de monde. Les tests de QI, c'est entre guillemets pas que de l'excellence. C'est aussi surtout un mode de réflexion différent de la plupart des gens. Et le meilleur exemple de ça, c'est que je vais plus vite depuis que je suis petite sur beaucoup d'exercices que la plupart des gens, mais il y a des trucs pour 99% de la population. C'est con, mais basique, mais simple au possible. Et moi, je suis là. Pourquoi ? Mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, tu as besoin de répondre à toutes les questions et que tout soit limpide pour commencer quelque chose. Donc, notamment. En termes d'apprentissage débile, on est d'accord que mesurer à la règle, c'est pas très compliqué. Oui. Au début, quand on a commencé, moi j'avais toujours faux, c'était pas possible. Un jour, mon père, qui avait été institut primaire, fait mes devoirs avec moi pour voir, et il remarque que je ne comptais jamais le trait du 5 mm. Donc, il me demande pourquoi. Parce que il fait pas la même taille que les traits des centimètres, mais il fait pas la même taille que le trait des millimètres, donc c'est un piège et je suis sûre qu'il faut pas le compter. Ah oui, d'accord. En fait, t'étais tellement habituée à réfléchir au-delà des limites que le truc basique, ça te paraissait juste trop facile. Enfin... C'est ça, il y a forcément un piège quelque part, c'est bizarre. Ah ouais, c'est dingue. Oui, donc au final, en fait, c'est... Et je trouve que c'est ce qui est assez mal expliqué dans les... Même s'il y a de gros progrès là-dessus, mais dans le haut potentiel intellectuel, c'est qu'on a l'impression, justement, de ce coup du petit génie. Mais en fait, ça reste quand même une situation qui peut être handicapante au quotidien. Parce que, ok, sur plein de sujets, ça t'apporte des choses, mais quand même, sur des sujets de base, tu vas rencontrer des difficultés que d'autres n'ont pas, pour le coup. C'est exactement ça. C'est ce que je me tue à expliquer à la plupart des gens à qui j'en parle. En fait, j'ai tendance à prendre la métaphore de l'ordinateur. Quand tu as un processeur de base qui est plus puissant, effectivement, il calcule plus vite et il peut faire tourner plus de choses en même temps. Mais si jamais il est parasité, si jamais il a trop de programmes en même temps, ou si jamais il y a un truc qui n'est pas reconnu par ses circuits, ça bug autant qu'un processeur classique. C'est ça. J'ai mis du temps à la trouver, celle-là. Ouais, mais c'est une très bonne métaphore, en l'occurrence. Bah écoute, si jamais tu veux transmettre... Bah écoute, ce sera entendu. Ça marche. Non, mais voilà, du coup, je suis ressortie avec ces tests-là. Ouais, plus personne se posait la question. Casé enfant intellectuellement précoce, j'ai fini ma primaire relativement tranquillement en tapant les garçons. Écoute, matriarchy. C'est... Toujours en CM1, histoire amusante, une copine à un moment qui se fait embêter. C'est moi qui vais voir le garçon et je lui mets un coup de pied bien entre les deux jambes, comme on m'a appris à faire au votuat. Ok. Et je me retourne pour m'en aller et il essaye de me mettre le même. Et là, tu lui as expliqué, on n'est pas constitué pareil. Exactement. C'est pas ici qu'il faut taper. De mes 2 têtes de moins et de mes 2 ans de moins, je me suis retournée vers lui avec un grand sourire pour lui dire « Sur les filles, ça marche pas !» Ouais, faut pas lui expliquer où ça marche après, parce que du coup, ça peut se retourner contre toi. Mais... Non, mais du coup, je me suis jamais pris un seul coup, moi, en fait. Ouais, c'est rigolo. Je me suis jamais pris un seul coup. Il y a des gens qui se sont moqués de moi par période, mais ils ont très vite compris que c'était pas mon sujet, en fait. Ok. Oui, parce que toi, au final, t'avais accepté cette situation-là, j'ai l'impression. Alors, pendant longtemps, j'ai eu du mal, mais plus avec la solitude qu'avec la différence en elle-même. Parce que bon, on arrive en CM2, j'avais 9 ans, ma petite sœur en avait 3. Et quand ta fille aînée a 9 ans et qu'il faut décider où l'envoyer au collège et que le collège du quartier a la réputation d'avoir des batailles au couteau dans la cour... Ouais, c'est pas génial. Ouais, hein.
Donc bon, ni une ni deux, dérogation, ma fille, tu vas aller dans le sous-contrat dans Paris. Donc sous-contrat, c'est dans le privé. Voilà. J'ai débarqué dans un établissement privé sous contrat dans le 5e. Première année à prendre le métro, à être hors de ma ville accessoirement. Donc, Tu en parles du coup du métro toute seule à 9 ans. Ouais. Moi, je voulais être sûre. C'est ça. Non, mais les premiers temps, j'avais un de mes parents qui s'arrangeait pour faire le trajet avec moi, mais c'est aussi pour ça que j'ai eu mon premier téléphone très très tôt, en fait, juste histoire de pouvoir prévenir s'il y a un problème. Bah, bien sûr, ouais. Du coup, le début de collège, ça a été très amusant parce que, étant athée jusqu'au bout des ongles, quand je me suis rendu compte que j'avais débarqué dans un établissement catho, je te laisse imaginer le bonheur. Ouais. Où t'étais obligée d'avoir des cours de religion ou ça t'était libre de pas les prendre? Alors, la culture chrétienne était obligatoire, pas le catéchisme. Tu restes dans cet établissement combien de temps? Toute ta scolarité? Je suis restée 1 an et demi au total. Okay. Parce que quand t'as une gamine qui de base est différente de toute façon, quand tu sais que l'arrivée au collège c'est un choc pour tous les enfants, le fait que t'aies ton enfant qui débarque en disant c'est trop bizarre, t'as pas le réflexe de le changer de collège tout de suite, tu te dis c'est s'habituer. Mais ouais, comme j'étais à peu près la seule à venir de banlieue, à avoir 2 ans de moins, à être athée, etc. Ouais, déjà qu'en primaire je me sentais seule, au collège ça s'est pas arrangé. Ouais, les seuls moments où t'étais pas seule c'était dans le métro, quoi. Ouais. Non mais je comprends, t'es là, c'est complètement excluant. C'est ça. Et donc tu tiens quand même 1 an et demi là-dedans. Ouais, avec force problème et 2e phase de dépression nerveuse, hein, mais... parce que donc c'est quelque chose que t'annonces avec un grand sourire, mais qui n'avait pas l'air très marrant. Non, c'était pas très marrant. C'est dans cette période-là que j'ai eu mes premières idées suicidaires, j'avais 10 ans. Ok, est-ce que tu veux du coup raconter ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, en fait? Bah, dès lors que... En plus, niveau différence culturelle, moi j'ai grandi dans un environnement familial où tout le monde a toujours parlé un langage au moins courant, voire soutenu. Donc, en débarquant au collège avec des « Wesh, gros, bien ou bien ? Oh, t'es un cassos, gars !» Qu'est-ce que vous dites ? Je ne comprends rien. Ouais, et encore en débarquant en plus dans un collège privé de Paris intramuros. Enfin, au final, honnêtement, en début de collège, c'est le même langage qu'en banlieue. Hein. Ouais, ça reste... À part quand t'es vraiment à Henri IV, à mon avis. Oui, ça reste un langage de jeunes tout à fait classique. Quoi, sauf que quand tu débarques en ayant appris à parler soutenu, je méprisais même pas les autres, simplement je me retrouvais dans la situation quasiment d'une étrangère à me dire mais ça veut dire quoi, mais qu'est-ce que vous dites, mais c'est quoi ces mots? Et est-ce que tu te dis mais moi il faut que j'apprenne à parler comme ça aussi? Oui. Ok. J'en étais presque à prendre des notes dans un petit carnet en 6e. Alors wesh, c'est l'équivalent de salut. Ok. À qui? À qui? J'essayais de parler avec des filles de ma classe et de m'intégrer avec des sujets qui ne m'intéressaient pas, mais d'une force. Quand j'entends des nanas de ma classe, « Oh, elle est trop moche, Madonna sans maquillage, vraiment, ça a un ton !» Ah ouais, elle est trop moche, Madonna sans maquillage. Ouais, je l'ai vue en passant dans le kiosque ce matin. Et sinon, la crise du logement? Non, personne? Personne? Non, ok. Non. Peut-être le proviseur. Je discutais pas avec le proviseur. Non mais je comprends, je me suis vraiment retrouvée dans cette situation-là aussi où en fait t'essaies d'être comme les autres, mais juste tu ne comprends pas les autres. C'est ça. Il n'y a même pas de notion de plus ou de moins, en fait c'est juste une autre réalité. C'est ça, totalement. Tu regardes et tu te dis, c'est moi qui suis bizarre ou c'est la planète qui est bizarre? C'est ça. Et quel est le niveau de bizarre? C'est ça, parce que t'as différents degrés quand même. C'est ça. Mais ouais, effectivement, comme il y avait personne qui me parlait, qu'au milieu de tous les religieux parisiens, j'étais quand même vraiment pas bien, que du coup j'étais très à l'écart, que les 2 copains qui m'avaient suivi depuis la primaire, rapidement ils m'ont plus jamais reparlé, parce qu'ils s'étaient trouvé d'autres amis, on va dire.
L'enfance. La base. Donc là-dessus se sont rajoutés les premiers problèmes de santé. Arrivent des poussées de croissance faramineuses, genre je prends beaucoup trop de centimètres en beaucoup trop peu de temps en fait, et du coup j'ai mes tendons qui suivent pas au niveau des chevilles. En n'ayant jamais fait de sport de ma vie, je me suis retrouvée à 10 ans avec le tendon d'Achille au bord de la rupture. Oh punaise. Premier problème de santé. Ah ouais, puis alors pas des moindres. Non, c'était amusant. Première période en béquille. Génial, avec le métro tous les jours. Ouais, bon, avec le métro tous les jours sur la fin de l'année de 6e, mais pour aider aussi, ma mère a obtenu une mutation dans un immeuble vraiment dans la même rue que mon collège en fait. Ok. Donc très rapidement, en 5e, c'est elle qui me faisait les trajets en voiture le matin. Il y a eu une période en début de 5e où j'ai eu plus besoin de mes béquilles. Mais je suis tombée sur un prof de sport psychopathe qui, premier cours de l'année, c'était jeu collectif, on va au gymnase, il fait descendre tout le monde dans les vestiaires au sous-sol. Il y avait un terrain de foot dehors, il pleuvait. On était à peine rentrés dans le vestiaire, dans les sous-sols du gymnase, que le prof débarque en furie, et dans le vestiaire des filles, en disant qu'on a été trop bruyant et que tout le monde va se changer dehors. Rapidement, toutes les filles trouvaient un moyen de se faire dispenser de sport. Hein. Mais évidemment. Non, mais tu te rends compte? Donc, tu ajoutes les cours de PS aux cours de religion, à la solitude, au retour des béquilles. Mais ouais. Le fun à 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est juste, oui, du coup, on comprend l'état dépressif, en effet. Enfin, là, il faut juste te sortir de là. C'est ça. C'est ça. Quand je dis que j'ai eu mes premières idées suicidaires quand j'avais 10 ans, c'est que c'était pas possible. Je ne supportais pas. Et là, elles se matérialisent comment, ces idées-là? Alors, pour le coup, juste comme des idées. Moi, j'ai jamais sauté le pas de me scarifier ou quoi. Et un jour... le pire jour de ma vie où j'ai failli faire une connerie, c'est là où on sent peut-être que c'est le haut potentiel qui m'a sauvée parce que je me suis regardée, je me suis dit Florence, tu as 10 ans, le collège ça dure que 4 ans, ça va passer et il y a plein de choses après et toi qui détestes faire de la peine, imagine la tête de tes parents et de ta sœur. Mais alors, tu vois, j'ai des frissons. Enfin, toi, tu peux les voir, je pense. Mais oui. C'est un truc, c'est impressionnant, en fait. C'est de dire que tu as réussi à te raisonner. Du coup, j'ai jamais rien fait. C'est impressionnant. Je n'ai rien fait à ce moment-là. Simplement, je commençais à faire des crises de panique tous les dimanches soirs à la simple idée de retourner au collège le lendemain. C'était une telle horreur qu'au bout d'un moment, à ce moment-là, on est en janvier 2013, en milieu de l'année de 5e, je m'approche de mes 11 ans, un lundi matin, alors que ma mère m'emmenait, je fonds en larmes dans la voiture, je lui raconte ce que j'ai failli faire, et elle me dit « mais laisse tomber, je t'y emmène pas ». Mais en fait, en plus, déjà, tu réussis enfin à le sortir. J'ai pas forcément attendu longtemps. Je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est dit que j'avais testé plein d'arguments pour essayer de les convaincre de me sortir de là. Ça, c'était peut-être un pire. Ouais. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ma mère fondre en larmes devant moi. Bah oui. Évidemment, quand t'as ta gamine de 10 ans qui te dit « Maman, j'ai failli me suicider !» Bah ouais, non mais évidemment. Mais à ce moment-là, elle m'a regardée, elle m'a dit « mais je t'y emmène pas, laisse tomber ». Donc ce jour-là, on est passé devant le collège, on s'est pas arrêté, elle m'a emmenée à son boulot, d'où l'avantage de bosser à côté. Comme elle s'entendait super bien avec ses collègues, ils y ont vu absolument aucun problème. J'ai squatté le bureau pendant la semaine. Et pour le coup, à 10 ans, il fallait trouver une solution de rescolarisation en urgence. Donc,
On m'a fourni un manuel parascolaire pour que j'avance dans le programme. Ouais. La condition, c'était que je travaille sérieusement au moins le matin, quand même. Et en parallèle, t'avais mes parents qui passaient des coups de fil dans toute la région pour voir où est-ce que je pourrais aller, parce que jusqu'à 16 ans, t'as l'obligation d'être scolarisé quelque part. Parce que là, le plan, c'était pas de te faire l'école à la maison. Non, c'était pas possible. J'ai mes 2 parents qui bossent toute la semaine. Ouais. En termes de solitude, laisse tomber. Ouais. Heureusement, mon établissement de secteur, juste à côté de chez moi, du coup, avait une place. Ils ont accepté de me prendre sur le champ. Donc celui où il y avait des risques au couteau dans la cour. Les rumeurs, j'en ai jamais vu une. Ah bah tu vois. C'est ça. Mais c'est fou, hein. C'est ça. Et au final, je m'en suis tellement mieux sortie en banlieue, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est énormément de clichés. Mais en fait, si tu regardes toutes les interviews de jeunes de banlieue, tous ceux qui ont la chance d'être médiatisés, en général, ils se plaignent. Enfin, alors, ils vont se plaindre des conditions sociales qu'ils peuvent avoir, etc. Bien sûr. Mais pas de l'ambiance des cités. Enfin, généralement, quand tu grandis en cité, ils gardent des souvenirs incroyables de leur connexion et relation d'enfance. C'est ça, parce que la violence, elle peut être présente notamment dans les familles. Moi, j'ai la chance immense que ce soit pas le cas chez moi, mais un certain nombre de mes meilleurs amis sont dans des familles beaucoup trop dark pour cette planète. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'est des histoires de solidarité. Non, et donc là, tu arrives dans un collège où ça va, en fait. Ouais, c'est ça. La directrice a tout de suite pris extrêmement au sérieux la gamine qui débarque en larmes, traumatisée par son premier collège. Elle m'a proposé de choisir la classe de 5e dans laquelle je voulais débarquer, si jamais il y avait des gens que je connaissais, ou etc., vu que c'était les élèves de ma primaire. Hein. Eh ben oui, c'est adorable. Ouais, complètement. Comme quoi les gens sont beaucoup plus à l'écoute dans les quartiers plus chauds. Ouais, c'est ça. Enfin, faut voir les relations humaines qu'il peut y avoir. En fait, t'as des gens qui font ça juste par passion et correctement, même dans le public. Hein. C'est ça. Puis surtout, au bout d'un moment, les gens qui restent dans tous ces établissements-là, c'est plus les débutants. Ouais, c'est par vocation, en fait. Voilà, c'est des qui ont vraiment la foi dans l'aide des gamins des quartiers, etc. Donc, pareil, en termes de motivation sociale, la politique. C'est ça. Voilà. Non, mais du coup, effectivement, j'ai pu débarquer dans la classe musique, horaire aménagé, tout ça, où j'avais une de mes copines de primaire qui a été ravie de me retrouver. J'ai retrouvé plein de gens que je connaissais. Et ni une ni deux, j'ai recommencé comme en primaire. Hein, c'est-à-dire que je me suis rapidement fait des amis que je connaissais pas. Un jour, je suis sortie de la cantine plus tard qu'elle. Et le collège était fait de telle manière que y avait un gros bâtiment au milieu, la majorité de la cour devant, et un petit espace derrière le bâtiment où il y avait beaucoup moins de monde. On va comprendre pourquoi. C'est ça. C'est là qu'il y avait la sortie de la cantine, donc à un moment je sors, je vois mes 5 copines qui sont toutes alignées dos au mur, l'air terrifiées. Je regarde à l'autre bout dans la direction où elles regardent. Il y a une autre fille que j'avais un peu vue, dont je savais qu'elle était en 5e aussi, qui est bloquée dans un coin de la grille par un gars. Un gars qui était petit, qui faisait 3 têtes de moins qu'elle. Mais j'étais là, mais vous êtes 5 ? Qu'est-ce que vous faites ? Elles m'ont regardé, elles m'ont vu sortir, elles m'ont dit « Vas-y Florence !» Ah ouais, elles étaient terrifiées en fait. Ok. Oh là là. Comme je me suis aperçue vite que même moi j'étais plus grande que lui, je suis arrivée derrière lui, je l'ai pris par la poignée du sac à dos, je l'ai ramené dans la cour normale en lui disant c'est pas pour les petits ici. La fille qui était en train de se faire racketter, elle m'a sauté dessus pour me remercier. Bah oui. Les 5 autres, elles sont arrivées en me disant mais tu te rends pas compte, ce mec c'est une terreur. Mais en fait, si les gens avaient un brin de ton courage, ou juste même pas, enfin, sans dire de trouver cette punchline à ce moment-là, parce que franchement chapeau, mais juste d'intervenir, mais en fait il y aurait tellement moins d'agression, mais que ce soit au collège ou ailleurs.
C'est juste, en fait, si tu oses t'interposer au milieu d'un événement, il y a quand même moins de chances que ça aille au bout, tu vois. Je suis la surprise quand tu dis ça. Ouais, c'est ça, Mais ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Quand il y a une bagarre qui se déroule devant vos yeux, qu'il est tout seul, et que vous êtes 3, 4, 5, même si c'est un mec, même s'il est grand, même s'il est musclé, à 5, vous l'arrêtez. Bah oui. Ou en tout cas, tu peux le distraire. Tu vois. Et donc, le temps que l'autre se barre. C'est ça. Et il perd déjà, en tout cas, de la confiance. C'est ça. On m'a raconté effectivement que le mec que j'avais ridiculisé était une sale petite teigne et qui risquait de se venger. Bon, il m'a jamais rien fait, soyons clairs. Ouais, en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est capable de me dire après, devant qui elle est capable de le faire? Parce que si tu le fais devant ses copains, après, pour le coup, ça va être lui la risée. C'est exactement ça. Le sujet, c'est retourner les rieurs contre l'agresseur au collège. Ah ouais, de toute façon, le collège, c'est une allégorie de la société. Alors après, oui, j'ai vu par la suite que c'était le genre à plaquer des nanas par terre pour les baffer, ou... je crois que ça c'était le point culminant de ces conneries dangereuses quand même, en 3e, quand il a piqué un cutter en technologie et qu'il l'a fait re-rentrer au collège le lundi suivant. Ouais, c'est quand même chaud. Ouais. C'est un degré. C'est ça, on a passé un cap là. On a passé un cap. Au final, moi il m'a jamais rien fait. Du coup, la deuxième moitié du collège s'est passée comme ça, avec... les problèmes musculaires qui s'enchaînaient parce que dans l'enfilade du changement de collège, de la réadaptation, etc., j'ai absolument pas fait la rééducation qu'il aurait fallu. Oui, parce que tu grandis toujours autant par contre. Alors, j'ai continué à grandir jusqu'à la fin de mon année de 5e. Une fois que j'ai eu 11 ans et demi, mes premières règles ont commencé, je me suis bloquée. Ok, tant mieux. C'est ça, c'est de mes 9 ans et demi à mes 11 ans et demi, en 2 ans, j'ai dû prendre 25 cm. Donc oui, tu m'étonnes les tendons. C'est clair. Et puis, de 1m35 à 1m60, je me suis bloquée à 1m60, ça n'a plus jamais bougé. Donc après, est-ce que ça te laisse un peu plus tranquille du coup? Est-ce que ton corps s'adapte au fait que les tendons ont failli lâcher mais... Bah oui et non, parce que n'ayant pas fait de rééducation, je me suis pas remusclée en fait. Ouais. Donc le terrain était déjà fragile, on va dire. J'ai commencé à me faire un peu plus d'entorse en EPS. Là encore, c'était gentil. Là, pour le coup, la vie sentimentale s'en mêle. Ma santé est allée de pire en pire à partir de là. Parce que le stress, parce que la pression, ça n'aide pas. Parce que on m'a découvert de l'endométriose, donc j'avais plus d'immunité avec tout le sang qui part. Donc je me suis chopé la mononucléose avec surinfection des amygdales qui m'a conduite quelques jours à l'hôpital parce que je pouvais plus respirer tellement elles étaient blanches. Oh là là. Les médecins, ils venaient prendre des photos de mes amygdales. Hein. Je pense que t'es une photo témoin sur Wikipédia. Ça pourrait être drôle, je sais pas s'il y a mon nom. Non mais c'est allé de pire en pire tout le temps. Le lycée a été une horreur absolue. Ok. Mais pas à cause du lycée, pour le coup. C'est simplement, j'étais tellement malade. Le bac, je l'ai passé avec le CNED, hein, parce qu'avec les restes de la mononucléose, avec la dépression, avec la santé qui empirait, première année de fac, magnifique. Je parlais plus avec grand monde, hein, soyons clairs. Un jour, pendant ma semaine de partiel, en fin d'année, là on est en 2019... Déjà, tu sentais la semaine elle allait se passer mal, parce que le lundi 15 avril, Notre-Dame a brûlé. Oui, donc oui, c'était cette semaine-là, je la revois très bien. C'était cette semaine-là. Où toi, tu apprends l'incendie de Notre-Dame en plein partiel. Génial. Parce que t'as la prof qui lève les yeux de son ordi et qui dit « Mes enfants, j'ai une terrible nouvelle. Notre-Dame brûle !» Oh putain. Plus personne n'a écrit. Ouais, c'est sûr. 4 jours plus tard, j'étais chez moi, en train de jouer sur mon ordi, et là démarre la pire douleur à la tête de mon existence. Mais vraiment ignoble. Un point sur lequel j'avais l'habitude d'avoir mal depuis petite, parce que j'ai eu des migraines depuis l'enfance. Mais là, ça faisait tellement horriblement mal que j'ai su que c'était pas comme d'habitude. Ouais. Donc, premier réflexe, en me tenant la tête, limite en hurlant de douleur, j'étais toute seule chez moi. J'ai appelé ma mère au téléphone pour lui demander quoi faire.
Elle m'a dit plus tard qu'elle oublierait jamais comment je hurlais de douleur, comment elle a paniqué. Quel enfer. Elle m'a donné tous les conseils qu'on donne à un migraineux. Éteins ton ordi, va t'allonger dans le noir sans bruit, prends un peu d'eau, ouvre la fenêtre. Et dans le doute, ne prends rien. Parce qu'on va appeler le médecin et si jamais il doit te donner quelque chose, faut pas qu'il y ait de contre-indication. Ouais. Le niveau de pragmatisme... Non mais elle, je pense qu'elle t'a sauvé la vie ce jour-là. Complètement. Vraiment. Et elle m'a même raconté plus tard, elle s'est dit, j'ai pas le temps de rentrer. Si jamais moi j'appelle le SAMU, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne saurais pas quoi dire. Donc ce qu'elle a fait, dès qu'on a raccroché, c'est qu'elle a appelé mon père, pour le coup, qui bossait 10 minutes plus près en transport. Moi, je suis allée m'allonger immédiatement, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de traumatisme crânien, pas de chute, ni rien. Mais j'ai passé 20 minutes, mais les pires de ma vie. Ouais. Et pourtant, j'avais passé des 20 minutes pas Jojo ces dernières années. Mais là, tu te rappelles encore aujourd'hui l'intensité de la douleur. Ouais. C'est surtout la douleur. Mais là, tu dis que tu vas mourir, en fait. Mais c'est ça, c'est la seule pensée que j'avais. Et comme quoi, le cerveau est quand même extrêmement bien fait, parce que j'ai sombré dans l'inconscience à la seconde où j'ai reconnu mon père qui entrait par la porte de l'appartement. C'est que d'un coup, c'était plus ta responsabilité. C'est ça, comme si t'avais le cerveau qui s'est dit « Ok, il y a quelqu'un pour prendre le relais. » Et qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là ? Le chirurgien nous a dit que j'avais fait un AVC hémorragique. À 17 ans, c'était l'apothéose. Mon père a raconté plus tard m'avoir trouvée inconsciente en train de vomir et de hurler sur le canapé. Trouver ta fille de 17 ans comme ça un jeudi après-midi, je te laisse imaginer la joue. Ouais, c'est ça. Par contre, pour le coup, lui, comme il m'avait sous les yeux, il a appelé les secours tout de suite. Description. Oui, parce que là, lui, il a su que par contre, c'était pas une migraine. Ah bah, c'est pas une migraine quand t'es en train de vomir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tout s'est excellemment bien goupillé, en fait, parce qu'ils ont envoyé très vite ce qui permettait de faire les premiers examens en ambulatoire avant d'arriver à l'hosto, en fait. Donc, j'ai pas eu à attendre, j'ai été opérée tout de suite, il y a eu 0 complication. Je m'en suis sortie, mais d'une force. Quand tu te dis AVC, tu te dis, il y a des gens qui peuvent plus parler, il y a des gens qui peuvent plus lire, il y a des gens qui peuvent plus bouger. Je peux bouger. J'ai des petits problèmes du côté gauche du corps, mais bon, franchement, c'est de ce côté-là aussi que mon tendon avait craqué quand j'avais 10 ans, donc c'était fragile. J'étais extrêmement déséquilibrée, d'ailleurs c'est ça qui m'a valu ma scoliose. Ah ouais ? Ouais. Parce que c'est pas fini. Non, mais du coup... Parce que là, je veux dire, tu te réveilles déjà combien de temps après avoir perdu connaissance ? On m'a réveillée du coma artificiel à peine 24 ou 48 heures après. Okay. Parce que, visiblement, les réflexes étaient bons. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de problème particulier, pas besoin de réopérer, tout ça. Et c'est là où tu sens que cognitivement, j'avais rien perdu. Parce que même moi, je m'en rappelle, et mes parents l'ont comme souvenir extrêmement fort. Je me suis réveillée à l'hôpital, ils étaient à côté de moi. J'en avais vu un certain nombre des chambres d'hôpitaux ces dernières années, donc j'ai tout de suite identifié là où j'étais. Et la première question que j'ai posée, c'est pas « Où suis-je ? Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?» C'est « Qu'est-ce qui m'est arrivé cette fois ?» C'est ça. Et tes parents, on leur a dit quoi pendant ce coma ? On leur disait genre ça va aller Alors, ils ont passé une des pires journées de leur existence à attendre de savoir s'il fallait réopérer ou etc. Et ils m'ont dit, l'attente était tellement insupportable en fait que on est allé au ciné et au resto ce jour-là, histoire de penser à autre chose. Ouais. Parce que sinon c'était pas possible de tourner en rond. Rapidement on leur a dit, alors il n'y a pas besoin de réopérer, il n'y a pas de complications. Il y a des chances que les séquelles, vu les lésions, ce soit ça, mais ça se gère. Surtout qu'elle est jeune, la base, tranquille. Le petit AVC à 17 ans, on aime. Oui, vous êtes parti pour 3 mois d'hôpital et 6 mois de clinique de rééducation. Et si je vous disais plutôt 10 jours à l'hôpital et 3 mois de clinique ? Va ! C'est ce que t'as fait. Vendu. Ouais. J'ai fait mon AVC le jeudi 18 avril 2019. Le mercredi 18 septembre 2019, j'étais de retour à la fac pour la rentrée. Punaise. Et du coup, les séquelles donc sur ta santé, tu parlais du côté gauche ? Ouais. Encore aujourd'hui, j'ai quelques muscles du côté gauche qui traînent un peu.
notamment les doigts qui ont du mal à se tendre des fois et la cheville qui a un peu de mal à se relever. Mais me mettre à marcher et surtout me mettre à la guitare, comme j'en rêve depuis mes 11 ans, voilà. Ça m'a permis de regagner beaucoup de mobilité. Parce que surtout que quand on veut s'entraîner au rock, au métal et tout ça, la main gauche sur le manche avec les cordes, elle bouge. Ouais. Donc, regagner de la force dans les doigts pour savoir appuyer sur les cordes, de la mobilité, de la coordination pour savoir bouger les doigts, me remettre à la musique, ça a été une aide immense. T'avais expliqué qu'est-ce qui a déclenché l'AVC ? Alors, déjà, il y a la malchance parce que la malformation veineuse, on l'avait pas vue. J'en avais fait des IRM cérébrales, parce que t'en avais fait. Parce que je sais pas si on aura ce passage-là du coup dans le montage final, mais à un moment, tu nous racontais tout à l'heure donc, que tu tombais dans les escaliers de ton lycée et que donc à ce moment-là, on t'avait fait un IRM pour vérifier que tu n'avais rien à la tête. C'est le genre de truc en fait qui est tellement pas courant que quand tu sais pas ce que tu cherches, tu le vois pas. On m'a expliqué après. Donc, c'est bien dommage. Et ce genre de malformation, c'est 20% des AVC à peine. Généralement, ça se rompt à cause du stress. Non, mais là, t'as malgré toi une expérience de la vie à 20 ans supérieure à la plupart des gens sur une vie tout entière, en fait. Je conclue toujours le podcast avec la même question. C'est si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler à la petite Florence qui va à l'école pour la première fois, ou alors peut-être pas ça, parce que du coup, tu vas jeune et tu sautes beaucoup de classes, mais... voilà, la Florence du primaire qui commence à prendre la parole dans la cour, mais qui commence à être dans cette place un peu solitaire. Qu'est-ce que tu dirais à la Florence enfant, en fait ? T'as pas besoin d'avoir plein de gens à côté. Tu t'en fous. Tu t'en fous, ils comprennent pas, tu les comprends pas et c'est pas grave. Aujourd'hui, quand je regarde, je me sens toujours à 25 années-lumière des gens de ma génération. Florence, t'as regardé Hanouna aujourd'hui ? Non. non, je regarde pas, touche pas à mon poste, non. Mais si je devais dire quelque chose à la gamine de 7 ans qui mettait des coups aux garçons dans la cour, mais qui se sentait seule parce qu'il y avait personne qui avait les mêmes sujets de conversation ou quoi, je dirais « Mais tu t'en fous. Tu fais ta vie. C'est pas ton problème. » C'est ça, mais... C'est génial. Merci beaucoup Florence d'être venue nous partager ton histoire et je pense que tu vas toucher beaucoup de gens. Merci à toi. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!